Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 10e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Megan et Estelle. Megan et Estelle sont les fondatrices de Q-Wild, une société de rations de barf personnalisées et en morceaux, prêts à être mangés par nos loulous. Dans cette discussion, elles nous racontent leur parcours jusqu'à la création de leur entreprise. En professionnelles de l'alimentation canine, Megan et Estelle reviennent sur les besoins nutritionnels de nos chiens et sur les types d'alimentation disponibles aujourd'hui. Mais c'est surtout l'occasion de parler d'alimentation crue, et notamment des multiples intérêts du BARF, acronyme de Biologically Appropriate Raw Food, traduisez alimentation crue biologiquement appropriée, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Dans cet épisode, Megan et Estelle nous donnent des clés pour veiller à donner une bonne alimentation à nos loulous et pour pouvoir, si on le souhaite, se lancer facilement dans une transition au BARF. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Megan et Estelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Salut. Vous allez bien ? Bah oui, et toi ? Oui, ça va. Super. Bon, on va commencer par les présentations. Je vous laisse vous présenter de la manière dont vous le souhaitez. Okay. Qui commence ? Je me lance. Vas-y. Donc moi je suis Megan, donc cofondatrice de la société Q-Wild. J'ai 27 ans. J'ai fait des études d'ingénieur avant de monter cette société. J'ai 3 chiens, un border collie, un kelpie australien et une whippet, avec lesquels je fais de l'agility et un petit peu de canicross. Sinon, en autre passion, j'adore la montagne et du coup j'adore le trail. Moi, je m'appelle Estelle. J'ai aussi fait une école d'ingénieur avant de monter Q-Wild avec Megan. Donc, moi, je suis ingénieure agroalimentaire à la base. Et j'ai aussi 3 chiennes, Nunca, Demi et Yuki, avec qui je pratique, enfin avec les 2 plus jeunes, je pratique beaucoup les sports de traction, essentiellement pour le plaisir, mais on s'éclate bien. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. J'adore aussi la montagne. C'est pour ça que je suis venue m'installer à Grenoble et c'est là que j'ai retrouvé Megan. Trop cool. Quelles étaient votre expérience avant d'avoir vos chiens ? Donc, j'imagine que c'est vos chiens d'adultes à vous, complètement à vous. Mais c'était quoi votre expérience avant de les avoir ? Vous avez toujours eu des chiens ou comment ça s'est passé ? Ben, moi, dans ma famille, on a toujours eu des chiens. Ma mère, elle est un peu fanat des animaux, donc c'est un peu la ménagerie à la maison. Donc j'avoue que je vois pas vivre ma vie sans un chien, pour moi c'est pas possible. Quand je suis partie, j'avais déjà une chienne qui était la mienne, et du coup je l'ai emmenée pendant mes études. Donc du coup c'est pour ça que maintenant, après ça il y en a d'autres qui se sont accumulés et maintenant il y en a 3. Alors moi, pour la petite histoire, mes parents c'était pas du tout des fanatiques d'animaux. Et on avait le droit qu'au hamster quand on était petite. Et quand j'ai rencontré Megan, en fait, on s'est rencontrés quand on était en CE1, donc quand on était toute petite. Et que chez elle, quand j'allais chez elle, c'était toujours plein d'animaux. J'ai tanné mes parents pour que nous aussi, on ait le droit d'avoir un chien. Donc l'expérience avec les chiens, elle a commencé, elle a commencé grâce à la maison de Megan, quoi. Et ensuite, mes parents ont accepté qu'on ait notre premier chien, le chien familial, Balou. Voilà, ça a commencé comme ça et c'est avec lui que j'ai découvert les sports canins et tout ce qu'on pouvait faire en fait avec son animal de compagnie. Alors, quels étaient vos parcours respectifs avant la création de votre entreprise ? Et en fait, j'ai un parcours moi assez classique, lycée. Ensuite, j'ai intégré une prépa, puis ensuite une école d'ingénieur en agroalimentaire, dans laquelle je me suis plutôt spécialisée sur la gestion et l'innovation dans les entreprises. Et mon rêve à moi, c'était un peu d'entrer dans une entreprise, alors grosse ou petite, mais vraiment d'y faire du développement durable, de pratiquer un autre type de management, de faire un peu évoluer les entreprises comme on les entendait à l'époque, comme on les entend, comme on les décrit souvent, quoi. Ok. Voilà. Donc moi de mon côté, j'ai eu un parcours assez classique aussi.
Enfin, ça s'est un peu diversifié au moment des études. Je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai fait un peu un choix par défaut. Je suis allée en médecine. Donc j'ai fait 2 premières années de médecine. C'était intense. Au final, je me suis rendu compte que j'étais assez intéressée par la chimie et voilà, tout ce qui était chimie, nutrition, etc. Et du coup, à la fin de ma 2e année, j'ai fait une passerelle pour aller intégrer du coup, une école d'ingénieur, qui était une école d'ingénieur en chimie des matériaux. Du coup, c'était hyper intéressant. Et au tout début, quand j'ai fait ces études-là, c'était pas du tout pour aller dans de la nutrition, c'était vraiment pour aller plutôt sur matériaux de sport, type chaussures de course ou vélo. Enfin, c'était vraiment plus axé dans le sport, quoi. D'accord, ok. Oui, alors, comment QWELD est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, du coup, l'histoire, c'est que suite à la fin de mon stage, qui était plutôt dans les alentours de Paris, stage de fin d'études, j'ai trouvé du travail sur Grenoble, où Mégane finissait elle-même son stage de fin d'études. Et donc déjà, on s'est retrouvés là en tant que bonne copine, tout ça. J'ai trouvé du travail et Mégane me convertit au barf en me disant... donc elle, ça faisait plusieurs années qu'elle pratiquait pour ses chiennes et elle me dit vraiment ça va être génial, toi pour Demi, tu devrais t'y mettre et tout. Donc j'essaye et je suis confrontée au problème, je pense, de beaucoup aujourd'hui, c'est de faire des commandes groupées, faire décongeler sa viande dans sa baignoire, calculer soi-même les pourcentages, qu'est-ce qu'on va mettre, viande blanche, viande rouge, peser tout ça dans sa cuisine, enfin... Bon voilà, le quotidien d'un barfeur classique, on va dire. Sauf que à ce moment-là, je vis en colocation. Et en fait, faire ça quand on est en coloc, c'est vraiment une mauvaise idée, quoi. Enfin, c'est vraiment pas le truc à faire, donc je me suis fâchée avec mes colocs et tout. Enfin, bon, ça se comprend. Hein. Et j'ai dit à Mégane, c'est cool ton truc, mais il faudrait que ce soit déjà qu'on puisse l'acheter tout près, quoi. Quand on a une vie à côté, c'est pas évident, quoi. Et en plus, je savais même pas si ce que je faisais c'était équilibré ou pas, donc... Enfin voilà, la solution un peu de nos rêves, en parlant toutes les deux, c'était quelque chose qui serait resté sur mesure, mais qu'on pouvait sortir de son congèle et donner à son chien comme ça. Du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter alors votre entreprise, QWild, quand ça a été créé, etc. Donc QWild, ça a maintenant 3 ans. On a créé la société en mars 2018. Ouais. Depuis, ça a bien grandi. Au début, on était donc que toutes les deux avec Estelle. Maintenant, on est, en nous comptant, on est 7. Je ne me trompe pas. Donc ça a bien grandi. On a aujourd'hui une boutique, en fait. Et à l'arrière, on fait les rations des animaux. D'accord. Et ça, c'est amené à changer parce qu'avec le volume qui augmente, on est en train de déménager dans des plus grands locaux pour pouvoir préparer les rations plus rapidement, mieux, etc. Et nous, nos bureaux sont aussi en train de changer. En fait, on divise la production et les bureaux en 2 lieux différents. D'accord, ok. Et vous êtes implanté ? Du coup, on est à côté de Grenoble. D'ici quelques mois, on sera sur Saint-Égrève. Exactement. Voilà. Ok. Puis, depuis le début de l'activité, on a vendu un peu plus de 100 000 rations à l'ensemble de nos clients. Trop cool. Trop bien. On n'a encore tué aucun chien. Ça, c'est bien. En moyenne, une ration chez nous, ça vaut à peu près 3,50 €. Une ration moyenne, ça fait un petit peu moins de 500 grammes. Donc, en fait, ces prix, c'est pas du tout des prix linéaires au kilo. C'est-à-dire que si vous achetez pour un tout petit chien, de toute façon, vous pourrez pas payer moins de 2,20 € la ration. Tout simplement parce qu'en fait, il y a des frais fixes qui sont associés à la fabrication de la ration. Ces frais fixes qui vont être le sachet, l'étiquette, la main-d'œuvre qui coupe la ration et qui l'ensache, le temps de souder la ration. Donc en fait, même si on met un tout petit peu de matière première dedans, il va quand même falloir facturer malheureusement toutes les charges fixes qui vont à côté. Voilà pourquoi on commence avec un prix de ration qui peut pas vraiment être en dessous de 2 €. Et par contre, là où on peut se rassurer, où on peut rassurer en tout cas les propriétaires de très gros chiens, c'est que évidemment ces charges fixes vont être beaucoup plus diluées quand vous avez un gros animal, et du coup on va atteindre des prix au kilo qui peuvent être parfois même concurrentiels avec les croquettes en fait. Et des rations qui sont qui vont faire largement plus de 1 kg et qui vont tomber à des prix parfois en dessous de 5 € le kilo. D'accord, ok.
Ok, Voilà. hyper intéressant. Quel service on retrouve dans QWild alors? Donc du coup, en fait, nous, QWild, on est les petites mains qui faisons les rations pour les chiens et les chats. L'idée, c'est vraiment de proposer des rations qui soient sur mesure. Donc on a des rations qui sont adaptées en fonction des caractéristiques de l'animal et qu'elles soient équilibrées. Donc on vérifie l'équilibre en fonction des ingrédients qu'on met dans les rations. Voilà. Donc, du coup, vous retrouvez un sachet congelé qui correspond à une journée de repas. Donc il n'y a plus qu'à ouvrir le sachet. À la différence de certaines choses qui se font, parce qu'effectivement, il existe des solutions relativement pratiques qui correspondent à du barf, mais broyé. Et nous, l'idée qu'on avait derrière la société, c'était quand même de garder ce côté morceau pour pouvoir permettre au chien de mâcher, de le voir prendre du temps pour manger. Et c'est pour ça qu'on a conservé ce côté barf en morceaux. Dans ce côté barf en morceaux, c'était vraiment d'assurer la transparence de la composition au consommateur final. Parce que finalement, quand tu finis par donner... Enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment comme ça que je le voyais à ce moment-là. Si c'était pour donner une barquette de broyé à ma chienne, je n'avais pas vraiment l'intérêt par rapport aux croquettes. Enfin, j'avais l'impression qu'on pouvait autant me tromper que ce qu'on pouvait me tromper dans les croquettes. Alors que quand tu donnes vraiment une ration de barf en morceaux, tu vois ce que le fournisseur il a mis dans ton sachet, quoi. Ouais, tu vois bien. Tu vois sens bien. Tu vois bien. Il peut pas te mentir. C'est un chouette moment. Un chouette moment de transparence. C'est ça. Ok, trop cool. Bah, du coup, étant donné que je suis entourée de spécialistes de la question, on va aller un peu creuser cette question de l'alimentation canine. Est-ce qu'on pourrait revenir ensemble sur les besoins nutritifs du chien, à la base des bases? De quoi un chien a-t-il besoin? Quel est son régime alimentaire et de quoi a-t-il besoin? Alors, c'est une question assez vaste. Oui, vous globalement... avez pas longtemps, hein, vous n'avez pas 4 heures. Mais globalement, dans les besoins nutritionnels, on retrouve les macronutriments, qui sont lipides, protéines, glucides, et les micronutriments, donc les vitamines, les minéraux. Et donc, dans les macronutriments, pour le chien, en termes de recommandations, selon des références scientifiques qu'on retrouve, qui sont la NRC, la FEDIAF, on a des recommandations en minimum de protéines et en minimum de lipides. Mais par contre, on n'a pas de recommandations en glucides. On s'est beaucoup posé la question de ces glucides dans l'alimentation du chien, parce que aussi au début, Estelle hésitait sur le barf et la ration ménagère, ne sachant pas si au final c'était bien ou pas de mettre des glucides. Enfin, on n'avait vraiment pas le retour là-dessus. Et vu que les vétérinaires recommandent plus la ration ménagère, c'était difficile de trancher. Et on a fait une formation auprès d'une vétérinaire nutritionniste. Et quand on lui a posé la question clairement, en fait, à quoi servent les glucides, la seule réponse qu'elle avait, c'est ça apporte de l'énergie, pas cher. Voilà, c'était le seul truc qu'elle pouvait nous dire. Elle n'a pas pu nous dire il y a telle vitamine, tel minéraux dans les glucides. Voilà. Et du coup, la lecture et la compréhension après plus fine qui en est découlée des recommandations nutritionnelles officielles, hein. Enfin, c'est des recommandations nutritionnelles, celles qu'on utilise, je veux dire, c'est celles qui font foi aujourd'hui dans le monde de la nutrition. Ça n'a fait que valider ça, de se dire, mais en fait, les gens qui font foi dans le monde de la nutrition animale affirment qu'il n'y a pas de minimum en termes de glucides chez le chien et chez le chat, quoi. Ok. Donc voilà, donc à la limite, ça tranche, hein, à un moment donné. Il y a quelqu'un qui fait des recommandations, enfin plusieurs organismes différents qui font des recommandations et qui s'alignent tous sur une chose, c'est que le besoin nutritionnel en glucides, il est nul. Bon, au bout d'un moment, on peut arrêter de se poser la question, on a le droit, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de croquettes sans céréales. Ça rejoint un peu ce que vous disiez sur le moins de glucides. Enfin, on tend à ne pas en mettre ou à diminuer. Quelle vision vous avez sur ces croquettes sans céréales? Est-ce que c'est un effet de mode et est-ce que ça a du sens? Alors, je pense qu'il y a... Ça a du sens, mais il y a aussi cet effet de mode. En fait, il faut vraiment faire du cas par cas sur les croquettes, à mon avis. En fait, les croquettes sans céréales, elles peuvent être très riches finalement en glucides, parce que les céréales, c'est des glucides, mais les glucides, ils peuvent être amenés par d'autres choses que des céréales. Par exemple, de la pomme de terre ou de la betterave, même des pois, des lentilles. Et effectivement, on peut avoir des croquettes sans céréales très riches en glucides, finalement. Donc je pense que c'est important de faire la distinction quand on regarde le paquet et la composition. C'est très simple en fait, c'est juste que l'industrie agroalimentaire, elle a besoin d'amidon
pour fabriquer des croquettes, et cet amidon, elle va le chercher coûte que coûte. Sauf qu'aujourd'hui, comme le consommateur, il voudrait ne pas avoir de céréales dans ses paquets, l'industrie agroalimentaire, elle va écrire sans céréales pour faire plaisir aux consommateurs, mais derrière, elle va quand même être obligée de l'apporter, cet amidon, et du coup, elle va aller chercher d'autres types de glucides, parce qu'en fait, c'est essentiellement des glucides qui apportent l'amidon, et du coup, elle va aller chercher de la patate, elle va aller chercher des pois, elle va aller chercher des carottes, des betteraves, et du coup, ça peut être au final beaucoup plus riche en glucides que si on avait pris juste un peu de riz pour faire la texture qu'on souhaitait des croquettes, quoi. Oui, et puis je pense que cette explosion aussi, cette alerte qui va vers le sans céréales, c'était aussi l'idée de dire que les fabricants de croquettes mettaient beaucoup de céréales dans leurs croquettes parce que c'était de l'alimentation pour chiens à moindre coût, parce que ça coûte beaucoup moins cher que la viande. Enfin, je ne sais pas si vous le confirmez. Oui, on le confirme. Ok, top. Du coup, je voulais refaire un point pour reposer les bases avec vous sur les différents modes d'alimentation aujourd'hui. On en a cité plusieurs. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la différence entre chaque ? Oui. Alors, je suppose que les croquettes, je vais pas les réexpliquer. Donc voilà, en gros, je pense qu'aujourd'hui, la majorité des chiens sont nourris aux croquettes. Il existe aussi un autre système pour nourrir son chien facilement, qui est la pâtée. Donc la pâtée, rappelons-le, c'est aussi de la viande et des céréales dans la plupart du temps, ou en tout cas aussi un mélange qui apporte de l'amidon pour donner aussi une texture à la pâtée, et l'ensemble est cuit. Il existe la ration ménagère, donc la ration ménagère, de nouveau, on est dans un contexte d'alimentation cuit, simplement ça va la plupart du temps être le propriétaire qui mélange des céréales avec de la viande, qui fait cuire tout ça, et puis qui peut complémenter en huile, en légumes, enfin voilà, chacun fait sa recette et donne à son animal la ration ménagère. Et enfin, l'alimentation crue, le grand monde de l'alimentation crue. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce grand monde de l'alimentation crue ? L'alimentation crue, c'est assez vaste. On a plusieurs types d'alimentation crue. On va avoir ce qu'on appelle le pré-modèle, où en fait le propriétaire va vouloir nourrir son animal au plus proche du fait qu'il soit carnivore, donc il va essayer de reconstituer une proie, donc d'où le terme pré-modèle. On a le BARF, donc, qui est un acronyme en fait anglais qui signifie Biologically Appropriate Raw Food. Donc si on traduit, ça signifie en fait une nourriture crue qui soit biologiquement adaptée à l'animal. Nous on aime bien changer le biologiquement en physiologiquement pour pas perturber les gens en mode c'est pas bio, mais c'est physiologiquement, ça correspond aux besoins physiologiques de l'animal. Donc ça va être très proche au final du pré-modèle, donc ça reste du BARF, de l'alimentation crue qui est en morceaux. Donc la viande ? De la viande, exactement. Principalement. De la viande, des os charnus, des abats. Et la différence entre ces deux modes d'alimentation crue, c'est que le pré-modèle ne va pas complémenter en légumes, en huile ou en autres compléments divers, alors que le BARF, lui, peut complémenter avec différents types de compléments, des légumes souvent mixés, des huiles. Donc c'est la seule petite différence qu'il y a entre ces deux modes d'alimentation crue. Et le dernier, qu'on appellerait plutôt aussi du BARF, mais broyé. Donc ça va ressembler au final à de la pâtée, sauf qu'elle va être crue, il n'y aura pas de céréales à l'intérieur, et la composition sera quand même très similaire au BARF en morceaux. D'accord, ok. Pourquoi avez-vous choisi ce modèle du BARF alors ? Qu'est-ce qui a primé ? Pourquoi pas le pré-modèle par exemple, ou le BARF broyé ? Pourquoi avoir choisi le BARF en morceaux ? En fait, nous, on part du postulat que nourrir son animal de la manière la plus naturelle possible, c'est bien, mais on est quand même des scientifiques dans l'âme, et on a besoin de s'assurer de l'équilibre de manière chiffrée, quoi. On pose la composition de nos ingrédients, on regarde si ça correspond aux recommandations, et quand on a fait ça avec simplement de la viande, des abats, enfin tout ce qu'on trouve dans une proie, on n'atteignait pas certaines recommandations, typiquement la vitamine E. On n'arrivait pas à l'atteindre sans mettre de l'huile de tournesol. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a choisi d'aller sur le modèle BARF, parce que pour nous, on essaie au maximum de faire les choses de manière naturelle, mais quand il faut complémenter, on a plutôt envie d'aller quand même chercher d'autres ingrédients. Ok. Du coup, concrètement, ça se compose comment une ration de BARF ? Donc globalement, on va retrouver une partie viande, donc viande rouge, viande blanche, qui est à peu près un peu plus la moitié de la ration, donc environ 53%, 54%, ça dépend de l'animal.
une partie os charnu. Donc c'est important de revenir sur le fait qu'il soit charnu. Il ne faut pas donner un pilon de poulet avec plus de viande autour. On ne fait pas ça dans l'alimentation barf. C'est vraiment encore entouré de viande. Donc là, ça va représenter entre 40 et 45% de la ration. Ça varie pareil en fonction des animaux. Il y en a qui ont besoin de plus, d'autres moins. Et on va avoir une partie abats filtrant. Donc j'insiste sur le filtrant parce qu'on a des abats qu'on appelle abats musculaires, comme le cœur, qui apportent la même chose au final que de la viande musculaire. Et les abats filtrants, eux, ils vont amener d'autres choses comme la vitamine A. Et il faut absolument qu'ils soient donnés dans une quantité ni trop haute ni trop basse. Et nous, ça varie entre 4 et 5% de la ration. D'accord, ok. Il y a une autre partie que je ne vous ai pas décrite. Le dernier ingrédient, ça va être le mix d'huile, de fruits et de légumes. En général, on l'inclut pas, nous, dans nos pourcentages. En fait, on le rajoute en plus de la ration. Donc, on peut dire que ça correspond à peu près à une petite cuillère à soupe par 10 kg de chien. D'accord, ok. Du coup, je voulais vous demander comment fonctionnait Q-Wild, où est-ce que vous trouvez la viande, comment ça se passe. Grosso modo, qu'est-ce que vous faites, vous, à Q-Wild, avant que le sachet plein de barf arrive chez nous? Mais je retourne la réponse d'un point de vue client, en fait, parce que c'est plus facile. En fait, le client, il commande sur le site internet. Donc, les commandes s'accumulent, on va dire, jusqu'à une date donnée. Et à une date butoir, je peux même vous la dire, le mercredi soir, toutes les commandes sont enregistrées et sont traitées donc, par notre responsable de production qui va, grâce à toutes ces commandes, déterminer pour la semaine qui suit de combien de viande on a besoin, de combien de tous les types de viande on a besoin en fonction de toutes les recettes qui sont complètement sur mesure pour chacun des animaux. Donc le jeudi, elle va passer ses commandes à tous nos fournisseurs et nous, à partir de la semaine qui suit, donc du lundi, on va faire vraiment opérationnellement la tournée pour aller chercher la viande blanche, la viande rouge, les os charnus chez tous les fournisseurs qui sont en gros la majorité à moins de 150 km de Grenoble. Et la viande qui vient de plus loin, elle nous est livrée directement dans notre atelier de production. Donc voilà, et puis une fois qu'on a réceptionné toute notre viande, en fait, on a des tableaux avec vraiment chaque animal, la recette de chaque animal. Donc par exemple, on a un tableau Charlie, donc là, tu avais commandé 21 rations, donc il y avait 3 feuilles, 3 x 7, 3 fois 7 rations avec des recettes différentes qui intégraient les goûts de Charlie, ce qu'il avait déjà eu avant, ce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu. Voilà, et ensuite on fabrique les rations en fonction de ces fiches. Trop cool. C'est trop cool, en fait, vous connaissez mieux nos animaux que nous. Vous leur faites à manger, quoi. Ouais. Bon, alors, est-ce que vous pourriez me dire quels seraient les grands intérêts de passer son chien au barf? On voit depuis quelques années, le barf devient de plus en plus à la mode, on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de propriétaires de chiens qui se lancent. Pour vous, ce serait quoi les grands intérêts qui peuvent motiver ce changement? Non, moi je dirais, si on fait le lien avec le fait de ne pas apporter de glucides, que déjà on exclut les glucides de l'alimentation, enfin majoritairement, même bien qu'il y ait une toute petite part de glucides dans les légumes qui sont dans les rations barf, mais je pense que c'est un des gros intérêts et ça se voit en termes de sel en fait. Les chiens ils assimilent beaucoup mieux leur alimentation, ils font beaucoup moins de sel, donc c'est quand même un avantage aussi. Et elles sont beaucoup plus petites aussi quoi. Moi, quelque chose qui m'avait vraiment frappée chez ma vieille chienne, justement, quand j'ai commencé, suite au conseil de Mégane au tout début, c'est la laine. Et c'est vraiment particulièrement vrai chez les vieux chiens qui sentent de la bouche très vite, en fait, quand ils sont croquettes. Enfin, moi, à 9 ans, elle sentait mauvais de la gueule, quoi, voilà. Et le passage au barf, ça aide vraiment ça, parce qu'en fait, grâce au travail masticatoire, du coup, il y a vraiment beaucoup moins de tartre sur les dents, donc ça, c'est visible. Et ça se ressent par l'odeur quoi. Voilà, et aujourd'hui c'est une chienne qui a 13 ans, je vous dis pas que je mets mon nez dans sa bouche tout le temps, mais je veux dire c'est supportable, voilà, c'est supportable d'être à côté d'elle quand elle allaite quoi. Et c'était pas le cas avant le barf. Après nous on a quand même beaucoup de clients qui passent à l'alimentation barf pour des problèmes de peau ou des problèmes de digestion, donc les problèmes de digestion certainement souvent liés aux glucides. Et les problèmes de peau, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas le retour scientifique de savoir pourquoi le barf a des effets bénéfiques, mais
on va dire les 99% des gens qui passent au barf, ils ont un chien qui a une peau plus saine, un poil plus doux, plus brillant. Il y en a même certains qui nous disent « Ah, mais il perd beaucoup moins de poils ». Bon, nous, on n'a pas testé, mais globalement, il y en a pour qui ça fait ça. Donc, je pense que, de manière générale, l'animal est en meilleure santé parce que l'alimentation lui convient mieux, quoi. Il y a vraiment beaucoup de chiens avec des sensibilités digestives qui ont tendance à avoir beaucoup de gaz, qui ont vraiment des difficultés quoi, à digérer les croquettes et pour qui d'ailleurs on prend énormément de précautions lors des semaines d'introduction quand c'est ce genre de client. Et en fait, finalement, c'est ceux pour lesquels c'est le plus facile parce que c'est des chiens qui ont tellement de mal en fait à digérer les croquettes et enfin évidemment les glucides en fait qui sont présents dans les croquettes, que quand on les repasse à une alimentation naturelle sans glucides, c'est des chiens qui vont hyper bien et qui font plus de gaz et du coup les propriétaires sont trop contents et au contraire eux ils ont hâte du coup de passer aux semaines supérieures parce que du coup on gère l'introduction de la semaine 1 à la semaine 6 et du coup nous on leur fait des introductions super longues parce qu'ils nous ont dit que c'était des chiens super sensibles et finalement ils ont hâte de passer à la suite. Voilà, donc oui, il y a aussi cette sensibilité digestive qui est très souvent résolue tout simplement par une alimentation beaucoup plus naturelle. Il y a aussi du coup le fait que l'alimentation BARF, c'est une alimentation qui est pas du tout transformée, en tout cas l'alimentation BARF en morceaux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a juste au final, c'est juste du reportionnage et du reconditionnement de viande, mais pure. Donc il y a l'intérêt de la transparence de la composition et par rapport aux croquettes, il y a vraiment, et même au final par rapport à la pâtée ou voire au barf broyé, il y a vraiment eu aucune intervention mécanique ou industrielle sur la viande que vous donnez ensuite à l'animal, quoi. Ok. Et j'imagine que c'est pareil que pour nous, quand on essaye de manger moins industriel, ça se ressent aussi sur notre santé à long terme. Oui, complètement. Je pense qu'il y a vraiment un phénomène, enfin on dit chez les humains que c'est bien de ne pas manger des plats préparés, de faire ses repas soi-même. Donc pour nos animaux c'est pareil en fait, à partir du moment où on repasse sur une alimentation qui est plus naturelle, la santé elle est forcément impactée, quoi. Moi aussi, une des choses qui m'a beaucoup plu aussi avec le barf, c'est qu'ayant un beagle, il mange très très vite. Les repas ne font pas long feu. Et vraiment, c'est un truc qui a été révolutionnaire pour nous, c'est qu'il a rallongé son temps de repas et il s'est mis à mastiquer de toute façon tous les jours, même en dehors des friandises qu'on peut lui donner. Pour ça a été vraiment cool, quoi. Bah en fait, quand tu nous demandais au début du podcast quels étaient les besoins nutritionnels du chien, on est vraiment parti tête baissée sur les besoins nutritionnels, mais c'est vrai qu'il y a aussi des besoins physiologiques, et que c'est pour ça qu'on traduit souvent le biologiquement adapté par physiologiquement adapté, parce qu'en fait, le BARF ajoute ça, c'est qu'il ajoute la possibilité physiologique pour le chien de mâcher, voire l'obligation de mâcher, mais c'est ce qui se passerait, enfin c'est ce qui se passe en fait dans la nature quand si un chien devait dévorer une proie, quoi, c'est-à-dire qu'il serait obligé de la croquer, de mâcher, de décortiquer au moins un minimum. Il y a des chiens qui arrivent à avaler très très vite, ils n'ont pas besoin de vraiment mâcher avant d'avaler pour déclencher le phénomène de digestion, alors que nous, humains omnivores que nous sommes, le phénomène de digestion commence avec l'amylase salivaire, donc commence par l'effet masticatoire dans la bouche. C'est pas le cas chez le chien, mais c'est vrai que par la présence des os charnus et par les vrais morceaux de viande, ça rallonge quand même vraiment le temps du repas. Ça fait énormément de plaisir au chien de mâcher un minimum et puis d'avaler un repas de viande. Enfin voilà. Ouais. Il va sans dire que souvent il préfère ça. Oui, puis même au final, le fait de rallonger le temps des repas, ça donne aussi une sensation de satiété qui est plus importante, puisque vu que l'animal il prend le temps de manger, il a vraiment le temps d'assimiler qu'il est en train d'avoir son repas, et généralement un chien au barf réclame. Alors on peut pas dire qu'il réclame forcément beaucoup moins parce qu'il a hâte de manger, mais il a moins faim de manière générale. Il a moins faim. Oui, c'est vrai que des fois, je me souviens avant quand il était aux croquettes, il venait de manger, il rentrait, il se rasseyait à la même place pour demander sa ration, alors que tu l'as déjà mangé quand même. Je voulais passer maintenant aux valeurs de votre entreprise. Je sais que vous avez à cœur de faire les choses bien et de belles choses dans cette entreprise. Vous pouvez nous en parler ?
Avec plaisir. Une des valeurs principales de l'entreprise, en fait, c'est même ce pourquoi on a créé de base cette société. L'idée, c'est vraiment de pouvoir démocratiser l'alimentation crue, et surtout l'alimentation crue en morceaux. De pouvoir permettre aux propriétaires qui se disent, en fait, moi, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai vraiment envie, mais j'ai pas le temps, de le faire, et de le faire facilement, de le faire sans s'inquiéter, de le faire en étant accompagné. Et c'est vraiment le but... le but principal quoi, de la société. C'est de faciliter le passage aussi. Moi, pour mon expérience perso, nous, on mange pas de viande à la maison. Et donc, on se voyait mal aller chercher nos kilos de viande tous les mois et préparer sur notre petit plan de travail des rations sanglantes. Donc, non, ça, c'est hyper pratique, c'est clair. Non, c'est vrai qu'on essaye en tout cas de faire au mieux pour créer une entreprise qui soit saine dès le début. Alors nos valeurs elles sont sur plusieurs points. D'abord sur les rations, on mange peu de viande, on va dire qu'on est flexitarienne. Donc pour nous c'est pas du tout une envie de favoriser l'industrie de la viande, on n'a pas du tout envie de faire abattre des animaux pour nourrir nos animaux. Et il y a beaucoup au final de ce qu'on appelle des coproduits qui sont pas très bien valorisés dans l'industrie de la viande, et nous on a vraiment à cœur d'utiliser ces coproduits pour les rations de nos animaux. Parce qu'en fait, c'est un peu des produits délaissés, mais ils sont de très bonne qualité, et ils apportent tout ce qu'il faut pour nos chiens. Et du coup, c'est vraiment dommage qu'ils soient souvent mal valorisés. Alors, soit ils sont carrément jetés dans les plus petits abattoirs ou chez les petits éleveurs locaux, soit ils sont récupérés par l'industrie du pet food, mais du coup, à notre sens, ils sont moins bien valorisés, puisque cuits et après mélangés avec des glucides. Et puis aussi acheter avec des prix... qui sont vraiment très difficiles à supporter pour les abattoirs. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, Royal Canin et Proplan, ils arrivent à acheter de la viande à des prix qu'on n'imagine même pas. Et effectivement, nous, en fait, on vient s'interposer là sur des coproduits qui sont juste pas à la mode ou qui sont des viandes un peu tendineuses et du coup dont les humains veulent pas. Et en fait, en proposant tout simplement une rémunération plus forte, les fournisseurs acceptent de nous les vendre. Mais du coup, c'est évidemment... mieux, enfin ça fait vivre aussi plus de monde sur ces produits-là qui de toute façon sont produits. Enfin oui. Voilà. Donc et c'est vrai qu'on du coup nous à notre sens on tire pas l'industrie de la viande vers le haut en faisant ça, parce que si tout simplement le consommateur mange moins de viande, il y aura moins de coproduits aussi, mais voilà. On a une autre valeur qui nous tient vraiment à cœur, c'est le côté scientifique. L'aspect scientifique de l'équilibre nutritionnel des rations. C'est-à-dire que, bon, ça va un petit peu avec ce que décrivait Mégane concernant les types d'alimentation, mais pour nous, il faut que ce qu'on délivre à nos clients chiens et chats, ce soit équilibré et qu'on puisse le vérifier. Donc en fait, on est en tout cas à notre connaissance la première entreprise française à avoir vraiment fait analyser toutes nos matières premières et à être capable du coup de les mettre en parallèle des recommandations nutritionnelles qui sont les références qui font foi aujourd'hui dans le monde de la nutrition canine et féline. Et du coup, on a même fait broyer et analyser les os charnus, quoi. Enfin, donc on sait précisément de quoi nos coffres de lapins ils sont composés et ce qu'ils apportent. Et du coup, en parallèle de ça, est-ce que quand on met, je dis n'importe quoi, coffre de lapin, viande de dinde, foie de veau, est-ce que cette ration-là, elle est équilibrée? Et si oui, sinon, comment on fait pour l'équilibrer? Et ça, c'est une valeur qui est super importante pour nous, ce côté scientifique, parce que déjà, on a moins peur de faire des bêtises, donc on est sûr de faire quelque chose de cohérent, et aussi parce qu'on pense vraiment que l'alimentation BARF ne se développera que s'il y a des professionnels de santé qui y croient, et qui, au fond d'eux, portent le fait que c'est une bonne alimentation. Et on peut pas défendre correctement l'alimentation BARF si on n'est pas capable, scientifiquement, de prouver qu'elle est cohérente. On a vraiment à cœur en fait que les collaborateurs de l'entreprise ils puissent s'épanouir. Donc évidemment professionnellement dans notre entreprise, c'est dans notre intérêt que eux ils soient heureux au travail. Donc c'est super important pour nous que chacun trouve sa place. Et du coup d'avoir une méthode de management peut-être que moderne c'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas quelque chose qui nous corresponde à nous et à eux, donc ça se co-construit parce qu'on est aussi jeunes là-dedans et du coup on a parfois
d'échanger avec nos salariés, c'est aussi hyper stimulant et ça nous remet en question et ça permet de construire quelque chose qui soit stable et qui soit positif, voilà. Ouais. Et on espère que du coup, au travers de cet épanouissement professionnel, c'est des gens qui s'épanouissent aussi personnellement, parce qu'on est persuadé que c'est sûr qu'il faut faire la distinction monde professionnel et monde personnel, mais c'est impossible de mettre une énorme barrière et de se dire je vis ma vie au boulot et ensuite à côté je vis ma vie perso. Si on n'est pas bien au boulot, forcément on est moins bien dans sa vie perso et on a envie que les gens qui travaillent chez nous ils soient bien partout. Je sais que pour beaucoup de propriétaires, le BARF peut faire peur parce qu'il peut avoir certaines limites, notamment en termes de prix et de stockage. Comment vous répondriez à ces deux barrières qui peuvent exister ? Alors, en termes de stockage, c'est vrai que l'inconvénient du BARF, globalement, c'est que pour conserver correctement la viande, c'est mieux de la congeler. Parce que sinon, on est vite limité et il faut aller s'approvisionner de manière régulière. Nous, on a réfléchi un peu à cette problématique pour nos clients. Et l'idée, ça a été de développer en fait un réseau de points relais, donc, qui est encore en cours de développement. Et ça permet en fait aux gens d'avoir un lieu dans lequel ils stocker leurs rations. Ils peuvent comme ça récupérer en fait au fur et à mesure. Donc ça dépend forcément de la distance avec le point relais. Mais on a des clients qui récupèrent toutes les semaines leurs rations parce qu'ils ont un tout petit congélateur et que du coup ils préfèrent plutôt que d'acheter un congélateur, ils préfèrent passer régulièrement dans leur point relais. Concernant la limite du prix, c'est un tout petit peu glissant comme sujet dans le sens où nous on a la sensation qu'aujourd'hui le BARF est systématiquement comparé aux autres solutions du marché qu'on connaît très bien, comme les croquettes ou la pâtée, dont on a d'ailleurs reparlé ensemble. Mais c'est un peu injuste en fait, cette comparaison, elle est un peu injuste parce qu'on compare des produits qui finalement sont pas comparables avec des compositions, on l'a vu aussi, qui ont rien à voir. Et là où justement les industriels croquettes et pâtés vont venir ajouter de l'énergie grâce aux céréales qui valent beaucoup beaucoup moins cher que la viande, et nous on va tout apporter par la viande. Donc c'est vrai que comparer comme ça purement le prix des croquettes vs le prix du BARF, c'est un peu injuste pour le BARF. Oui, c'est deux services complètement différents. C'est deux services complètement différents et du coup, effectivement, si on est persuadé que nourrir son animal au BARF, c'est la meilleure des solutions, mais qu'on n'a pas le budget, on peut trouver un peu des alternatives. Alors soit déjà on peut, plutôt que de faire appel à des sociétés qui fabriquent le BARF pour vous, y a toujours moyen de le faire soi-même, et donc du coup de s'approvisionner en fait comme on le faisait au début avant de créer la société, de s'approvisionner, de se renseigner sur l'équilibre, de proposer de proposer une recette qui convient à son chien, et puis de fabriquer son BARF. Si on a quand même pas du tout l'envie de mettre les mains dans la viande et que le BARF en morceaux c'est vraiment inaccessible, il y aura aussi la possibilité du BARF broyé, qui revient quand même forcément moins cher. Mais du coup, attention quand même à bien se renseigner sur la qualité du BARF broyé qu'on choisit, parce que si le BARF broyé est moins cher, en tout cas, on a le droit de supposer que c'est aussi parce qu'on voit plus ce qu'il y a dedans et qu'il est plus facile de mettre des morceaux qui sont moins sympas à valoriser en morceaux, quoi. Donc voilà, attention, je blâme pas l'ensemble des fournisseurs de BARF broyé, loin de moi cette idée. Mais il y a des bons BARF broyés qui existent. Exactement. Si l'idée c'est de nourrir son chien correctement, rester attentif quand même à la transparence de la composition et à une composition de qualité, quoi. Voilà. Et sinon... c'est peut-être un peu mathématique comme réponse, mais je serais curieuse de savoir quand même, quand on nourrit son chien au BARF, combien on économise en détartrage, combien on économise chez le vétérinaire à plus long terme, parce que forcément le vétérinaire ça coûte cher quand l'animal il est senior, mais un animal qui a été nourri toute sa vie au BARF, peut-être que les soucis de santé ils seront vraiment moindres une fois le chien senior, et du coup au final, peut-être que tout cumulé, parce qu'une facture veto, ça va très très vite, et peut-être qu'on s'y retrouve, quoi. Voilà. Ouais. Et attention aussi, quand on fait ces calculs, à bien comparer le delta, c'est-à-dire que nourrir votre chien, ça coûte déjà quelque chose. On passe pas de 100 € de budget mensuel au BARF vs 0 quand on nourrit aux croquettes. En fait, non, on dépense déjà 60 € par mois pour nourrir son chien aux croquettes. Donc, est-ce que, en fait, la question, c'est pas est-ce que je suis prêt à mettre 100, la question, c'est est-ce que je suis prêt à ajouter 40, quoi. Voilà.
Oui, j'avais une question à vous poser qui pourrait, je pense, intéresser les auditeurs. Ça serait par rapport au conditionnement des rations. Aujourd'hui, comment sont conditionnées les rations et est-ce que c'est recyclable? Donc les rations, c'est des rations journalières qui sont conditionnées dans des sachets type sachet de congélation. Simplement le plastique est un peu plus épais pour que on n'ait pas de fuite. Et soudées du coup manuellement. Les sachets sont recyclables, du coup c'est le même plastique qui est utilisé que pour les bouteilles, donc vous pouvez le recycler tout à fait. Nous on vous conseille pour la petite astuce avant de décongeler la ration, vous ouvrez le sachet, vous mettez la ration dans un tupperware, ça permet que le sachet soit moins sale, le mix légumes descend mieux, et comme ça vous pouvez le recycler sans que ça reste longtemps, enfin ça sente, ou que, voilà, parce que des fois dans la poubelle c'est pas très agréable. Ok. Donc d'ouvrir le sachet, de mettre la ration dans un tupperware et de laisser décongeler comme ça sans le sachet. Ouais. Ok. Ah, bonne astuce. Quel conseil vous pourriez donner à des auditeurs qui peut-être souhaiteraient se lancer vers une alimentation peut-être un peu meilleure pour leur chien, une fois qu'ils ont écouté tout ça et qu'ils se rendent compte qu'ils pourraient peut-être faire mieux? Alors, tout dépend du coup vers quoi ils voudraient s'orienter comme alimentation, mais si jamais ils préfèrent rester sur de la croquette, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment regarder la composition. Vous ne faites pas avoir par le marketing, le fait qu'il y ait un loup sur le paquet ou que les croquettes s'appellent Alpha. Vraiment, il faut quand même regarder la composition, faire son petit calcul pour retrouver les glucides, parce que les glucides ne sont pas indiqués sur la composition. Donc ça, c'est pour la partie plus alimentation industrielle. Et sur l'alimentation crue, alors si on veut se lancer soi-même, de mon point de vue, il y a vraiment 3 points qui sont vraiment importants. L'équilibre entre les eaux charnues et la viande, ça va nous créer un équilibre en fait phosphocalcique. Et c'est vraiment un des points clés à respecter dans l'alimentation crue. Si on respecte pas ça, on peut vraiment créer des carences, on peut créer des problèmes si c'est un chien en croissance. Donc c'est vraiment important de respecter la bonne proportion os, charnu, viande. Comme je le disais tout à l'heure, la vitamine A, faut pas ne pas en mettre, mais faut pas non plus la surdoser. Donc ça c'est important d'y faire attention. On peut pas donner que du foie à la place de la viande, ça marche pas. Et aussi bien adapter la taille des os à son chien en donnant toujours des os bien charnus, crus, qui ne soient pas des os porteurs de gros animaux, pour éviter les problématiques qu'on entend souvent, les esquis ou des choses comme ça. Je vais maintenant vous poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie de vivre avec des chiens et de vous lancer surtout dans cette aventure entrepreneuriale? Moi, de mon côté, je sais pas si je pourrais dire que ça a changé quelque chose du coup, par rapport à avoir des chiens, vu que j'ai toujours vécu avec des chiens. Je pense que ça me changerait beaucoup si j'en avais pas. Je trouve que c'est hyper motivant tous les jours. Déjà, ils sont tout le temps contents, les chiens. Donc c'est hyper plaisant. Peu importe, quand on rentre du boulot, qu'on soit de bonne humeur, mauvaise humeur, eux, ils sont toujours contents. Donc c'est vraiment plaisant de rentrer à la maison. Ça motive aussi à faire plein de choses, parce qu'on les sort, on va se promener, on partage des activités. Enfin, c'est vraiment c'est une motivation quotidienne. Et si on devait plus parler de l'entreprise, au final, c'est un peu comme un chien. Non, mais c'est hyper motivant parce que c'est quelque chose qu'on construit soi-même. Donc si on doit le rapprocher même de quand on éduque son chien, on est hyper content de lui apprendre des choses, etc. Bah, aller dans sa société pour faire des choses, c'est un peu pareil. On construit cette société, donc on va jamais à reculons pour travailler parce qu'on fait les choses qu'on aime, on les fait pour faire quelque chose qu'on aime. Moi j'ai peu d'expérience, enfin pour dire pas du tout d'expérience salariale, mais je me verrais pas du tout en avoir maintenant que j'ai créé la société, quoi. C'est vraiment une super expérience. Alors moi, d'avoir des chiens, ça a changé beaucoup de choses parce que du coup on avait commencé sans, mais quand j'étais petite. Et mais c'est génial. je pourrais plus vivre sans chien. Et au-delà de tout ce qu'a ajouté, de tout ce qu'a dit Mégane, moi j'ai aussi envie d'ajouter que je suis toujours bluffée par le fait que c'est des êtres qui sont sans jugement aucun. Et effectivement, ça va avec l'humeur, mais ça va aussi avec tout le reste, et même envers eux-mêmes. Des fois, nous, parfois, on peut être injuste parce qu'on prend une mauvaise décision à un moment donné, ou
Enfin, ça peut arriver, quoi, nous, d'être injustes envers notre animal, et eux, ils le sont jamais, quoi, ils en tiennent pas compte, et... Enfin, je trouve vraiment que c'est des êtres bluffants, et que on a... Enfin, moi, j'aimerais être comme eux, enfin, je sais pas, ils sont... C'est des êtres que j'admire, en fait, les chiens, quoi. Et concernant la société, c'est vraiment un moteur d'apprentissage continu dans tout. Et ça, je trouve ça vraiment génial, c'est-à-dire... Enfin, c'est génial et c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que quand on crée sa société, on n'est jamais bon. Et d'ailleurs, pour moi, un peu l'image d'une société, de l'entreprise parfaite à terme, c'est finalement arriver à recruter des gens qui seront meilleurs que nous sur tous les sujets. Et donc du coup, ça, il faut l'accepter que nous, on peut pas être parfait partout et on peut pas maîtriser tout. Mais par contre, on apprend tout le temps, quoi. Du coup, on doit tout le temps apprendre et c'est ça notre travail, c'est d'apprendre et c'est d'être capable de sélectionner des talents partout. Et quand je dis talent, ça va du préparateur de ration, quoi. Qui est capable d'analyser, d'aller vite, de comprendre et tout, à la personne qui va faire la compta, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Et non, c'est génial de créer sa boîte, c'est encore plus quand c'est avec sa copine d'enfance. Enfin, des fois, en prenant un peu de recul, j'ai l'impression qu'on vit un rêve, quoi. Je me dis, j'espère qu'on va pas trop vite se réveiller. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos auditeurs qui peut-être voudraient approfondir le sujet de l'alimentation canine ? Alors, moi, il y a un livre que je peux leur conseiller qui est au final, je pense, assez court, assez simple à lire, déjà pour se lancer un peu sur ce sujet. C'est le livre Toxic Croquettes, donc, qui permet un peu de prendre conscience de comment sont fabriquées nos croquettes. Et je pense que ça permet aussi des fois un peu d'ouvrir un peu les yeux sur ce qui se fait dans ce milieu. Moi, je pensais au site internet Vis Medicatrix Naturae, que vous trouverez très facilement en cherchant n'importe quel conseil ou complément naturel pour alimenter correctement son animal, qui est vraiment un site très très riche et très bien fait, aussi très connu. Probablement que j'apprends rien à personne. C'est pas grave. Moi, je le connaissais pas. Ah. C'est parfait déjà. Trop cool. Peut-être pour un prochain podcast. Ouais, grave. Parce que je pense qu'ils sont intéressants. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre votre travail et qui souhaiteraient découvrir Q-Wild ? Alors, ils peuvent nous suivre sur les réseaux, Facebook et Instagram. Donc, pour la partie un peu plus voir comment évolue la société et les moments un peu plus... sympa. Et s'ils veulent un peu découvrir nos rations un peu plus en détail, ils peuvent aussi aller sur le site internet, donc qwild.fr, et voir du coup comment elles se composent, comment commander, peut-être faire une simulation pour le prix de leur animal. Voilà. Sur le site internet, ils trouveront tous nos contacts et qu'ils n'hésitent pas à avoir recours aux adresses mail et aux numéros. Ils tomberont directement sur Mégane. Ok, trop cool. Et merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Mégane et Estelle et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @team_q.wild et @lanichepodcast. Pour fêter la sortie de ce 10e épisode, et parce que j'ai à cœur de vous faire découvrir cette entreprise, nous vous avons organisé un concours, alors rendez-vous sur Instagram pour y participer. Et si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter, ça aide beaucoup le podcast à se développer. Et pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!